bah, je pense qu'on va commencer. Alors cette présentation, elle sera enregistrée. C'est pour ça qu'on vous a demandé vos droits à l'image et elle sera diffusée pour les étudiants qui ne sont pas connectés et qui veulent avoir accès au replay. Voilà, voilà. Bien. Merci. Nelly, je pense que du coup, vous pouvez commencer. Oui, très bien. Donc, bonjour, donc je suis Nelly Forestier, psychologue éducation nationale au Centre d'information internationale à Lyon. Nos locaux se situent à la Croix-Rousse. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous au secrétariat et on fait des rendez-vous par téléphone, en visio et en présentiel. Voilà. Donc là, j'avais mis des photos pour essayer de rendre un peu interactif la présentation. Donc là, on a une photo de Londres, à Tower Bridge. Donc, je vais vous parler aujourd'hui plutôt des mobilités en dehors des études pour voir qu'est-ce qu'on peut faire si cette année ne vous convient pas. Donc, dans un premier temps, on verra sur du court terme et ensuite, dans un deuxième temps, pour des missions un peu plus longues. Donc, on a le voyage Zelidja. Donc, c'est une association qui permet pour les jeunes de 16 à 20 ans, donc pas encore 21 ans, de financer des projets personnels des jeunes. Donc, c'est une bourse de 900 €. Vous vous engagez à partir seul. Vous montez vous-même votre projet. Et ensuite, vous déposez un dossier pour expliquer ce que vous voulez faire et l'association peut vous accompagner pour prendre les contacts. Et ensuite, votre dossier est étudié et s'il est accepté, vous pouvez partir au moins 31 jours dans le cadre de votre projet. Donc là, les dossiers sont à rendre avant le 14 février et les voyages ont lieu entre le 1er juin et le 31 octobre. Donc, on a aussi des chantiers internationaux qui durent entre 2 à 3 semaines. Donc, il y a plusieurs missions, rénovation, construction, festival, animation socioculturelle, prévention santé. C'est pour des jeunes âgés de 18 ans, de plus de 18 ans. C'est des missions donc je vous disais, de 2 à 3 semaines. Vous pouvez trouver sur la page cotravaux.org des ONG qui sont agréées. Et voilà, et vous pourrez trouver des associations et des projets qui peuvent vous correspondre. Donc ici, on est à Vienne. Ici, on est en Écosse. Donc, sur une année entière, il y a d'autres possibilités pour les jeunes qui sont intéressés. Donc, l'année de césure, normalement, l'université a dû vous en parler. Donc, c'est une suspension temporaire et volontaire des études. C'est encadré par une circulaire. L'objectif, ça peut être aussi bien une expérience professionnelle que personnelle, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, ça peut être 1 à 2 semestres. Il faut que ce soit dans un autre domaine que celui de la scolarité. Et il faut qu'il y ait un accord signé avec l'établissement. Pour vous aider à choisir un type de mobilité, vous pouvez vous connecter sur le site Euroguidance ou sur le site de l'ONICEP. Il y a un quiz, choisir une césure à l'étranger et en fonction de ce que vous voulez, de vos objectifs, si c'est se perfectionner en langue, faire un stage, voyager, découvrir le monde, ils peuvent vous dire, voilà, il y a tel dispositif qui existe. Donc, comme je vous l'ai dit, les voyages, par exemple, des volontariats, etc. Donc, ce quiz peut être plutôt intéressant. Sur le site euroguidancefrance.org, on vous présente aussi les différentes formes de mobilité, notamment une année de césure à l'étranger, au pair, des séjours linguistiques, des volontariats, etc. Donc, sachez que vous pouvez vous connecter sur le site et trouver des informations pour partir hors cadre des études. Pour des missions de 2 à 12 mois, on a le Corps européen de solidarité pour les jeunes de 18 à 30 ans. Là, pareil, les missions sont très larges, aussi bien la culture, le sport, patrimoine culturel, bien-être, environnement, etc. Donc, il faut partir en Europe ou dans un pays partenaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous rencontrez des jeunes qui viennent de l'Europe aussi. Donc, ça permet de construire un réseau européen sur une mission commune.
sachant que tout ce qui est transport, assurance, nourriture, logement sont pris en charge et qu'il y a aussi une petite indemnité qui est donnée. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez partir à l'étranger. Donc pour s'inscrire, il faut aller sur la plateforme europa.ue. Vous pouvez vous rapprocher d'une organisation d'envoi pour chercher les missions qui peuvent vous plaire et vous pouvez postuler en ligne. Il y a aussi le volontariat de solidarité internationale avec France Volontaire. Donc là, il faut être majeur, souvent être diplômé Bac+5, mais ça peut être intéressant aussi. C'est pour ça que les jeunes ont plus souvent entre 25 et 35 ans. Et là, on part en Afrique, Amérique latine, Asie, donc ça dure entre 12 et 24 mois. Et on peut participer au sein d'une ONG à des actions de solidarité internationale ou d'urgence humanitaire. Mais voilà, certaines missions peuvent être, dès 18 ans, on peut être pris, donc il faut vraiment regarder sur les sites auprès des organisations. Donc là, les vélos, nous sommes aux Pays-Bas. Il y a aussi le séjour au pair, qui est une possibilité. Donc l'objectif, c'est de s'occuper des enfants et participer à la vie quotidienne d'une famille à l'étranger. S'occuper des enfants, c'est aussi s'occuper du linge, etc. Donc, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Les conditions sont variables d'un pays à l'autre. Donc, je vous invite à regarder sur notre site Euroguidance, on a un dossier spécifique pour les séjours au pair. Et ensuite, vous pouvez passer par une agence de placement. C'est quand même mieux. Aux USA, c'est obligatoire. Et vous avez 3 sites. Donc, l'UFAAP, qui est l'association de référence pour les séjours au pair. L'office.org, c'est un site qui permet de trouver des organismes justement agréés et fiables pour partir dans le cadre de ces programmes-là, mais pas que au pair. Il y a aussi des séjours linguistiques ou de courte ou longue durée, des choses comme ça que vous pouvez trouver. Si vous souhaitez aller à l'étranger aussi, et si vous avez une âme un peu de bricoleur pour travailler dans les fermes ou des exploitations chez des particuliers, vous avez les services dont Woof, HelpX, Workaway et Helpstay qui vous permettent de vous mettre en relation avec des particuliers pour des missions de bénévolat. Donc là, c'est vraiment dans le cadre c'est vraiment pour partir tout seul. C'est vous qui prévoyez, qui organisez votre voyage et votre séjour. Ça peut être à l'étranger, ça peut être en France. C'est comme vous le souhaitez. Pareil, il faut aller sur les sites et regarder les missions qui sont proposées. Donc là, on est à Genève. Si vous souhaitez trouver un job à l'étranger, donc ce qu'on appelle plutôt un job étudiant, il y a la plateforme Eurodesk, donc qui permet d'avoir des annonces dans l'Europe. Donc vous pouvez regarder. Vous avez aussi le site EURES, EURES. Là, c'est plus pour trouver du travail à l'étranger, particulièrement au sein de l'Europe. Si vous souhaitez avoir une expérience d'une année ou deux, ça dépend, certains pays sont prolongeables, vous pouvez faire ce qui s'appelle le programme vacances-travail, où là, donc il y a 15 pays partenaires, donc ils s'affichent au tableau, je vais pas tous les citer, donc il faut avoir entre 18 et 30 ans, voire 35 ans pour certains programmes. Donc l'objectif, c'est de partir dans un pays et vous pouvez travailler, voyager, c'est vous qui organisez votre périple. Donc, vous avez le site des PVTistes qui est très bien fait, qui organise aussi des visioconférences sur Instagram tous les mardis, je crois que c'est. Mais voilà, vous pouvez regarder et ils répondent à vos questions si vous en avez pour tous les pays, parce que chaque pays a ses propres critères. Pareil, sur le site Euroguidance, en plus des PVTistes, on a aussi un site qui permet de rassembler toutes ces connaissances. Donc voilà, donc comme je vous disais, on reçoit en entretien les jeunes. On organise aussi des visioconférences sur les études. Donc là, dernièrement, on a fait l'Australie. On va prochainement faire les études en Irlande, les études au Canada, étudier aux USA. Pareil, parler de la césure, Parcoursup. Voilà, les études en Espagne. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site pour connaître les dates de ces interventions-là. Voilà. Et j'ai fini pour moi.
Merci beaucoup. Je vais juste faire une petite aparté concernant la césure Oui. pour préciser ce que c'est. Donc, la césure au niveau universitaire, c'est une année qui permet aux étudiants d'interrompre leurs études tout en gardant leur statut étudiant. Donc, la césure, elle est annuelle ou semestrielle. Quand on dit une césure annuelle, c'est de septembre à août de l'année suivante. Et quand on parle d'une césure semestrielle, on est sur le premier semestre, donc de septembre à décembre, ou sur le deuxième semestre de janvier à août. Les césures, la condition pour faire une césure, c'est d'être admis à s'inscrire dans une formation et il faut vraiment prendre attache auprès de l'université où vous êtes admis à vous inscrire puisque peuvent différer les dates de candidature sur la césure, les dates de remise du dossier. Voilà, donc c'était une petite précision. Anaïs et Nacira, si vous en avez une à faire, n'hésitez pas. Je ne pense rien avoir oublié sur la césure. C'est tout bon. Merci beaucoup. On passe avec les services civiques, il me semble. Hop, j'arrive. Alors, je vais essayer de partager mon diapo. Comment ça marche? Ah. Normalement, vous me dites si ça marche bien. C'est tout bon. C'est tout bon. Ça fonctionne? Super. Et est-ce qu'on m'entend bien? C'est tout bon aussi pour le son. Ok, super. Du coup, enchantée à toutes et à tous. Moi, c'est Laïlou Bola, je suis chargée de développement du service civique. Et mon rôle, ça va être d'informer, d'accompagner aussi les jeunes ainsi que les structures d'accueil sur le dispositif du service civique. Donc, d'accompagner les structures et les jeunes, ça me permet aussi de faire le lien entre des jeunes qui souhaitent faire un service civique et des structures en particulier qui pourraient les accueillir. Donc, je pense que vous avez tous et toutes déjà entendu un peu parler du service civique. Je vais apporter un peu plus de détails aujourd'hui. Pour revenir un peu sur l'historique du service civique, c'est un dispositif qui a été mis en place maintenant il y a bientôt 15 ans, en 2010, avec l'idée de l'État de pouvoir donner l'opportunité aux jeunes de s'engager dans une cause qui leur tient à cœur, dans ce qu'on appelle une mission d'intérêt général, afin de se rendre à la fois utile à la société, de rendre service au collectif et aussi de rencontrer d'autres jeunes de différents parcours, d'âges différents, d'histoires différentes et de faire ce qu'on appelle de la mixité sociale. Donc, quand on veut devenir volontaire, il y a quelques conditions, elles sont pas nombreuses. La première, c'est d'avoir entre 16 et 25 ans ou jusqu'à 30 ans quand on est en situation de handicap. À savoir, on peut rentrer en mission de service civique jusqu'à la veille de ses 26 ans ou jusqu'à la veille de ses 31 ans du coup. Donc voilà, donc si vous avez 25 ans, vous pouvez encore postuler. En service civique, un des grands principes, c'est l'accessibilité à toutes et tous. Donc on n'est pas recruté sur son diplôme, sur ses compétences, son expérience, mais bien sur sa motivation. Donc, sentez-vous légitime de postuler à n'importe quelle mission si le service civique est un dispositif qui vous intéresse. Parce que même si vous n'avez pas d'expérience dans un domaine, c'est possible de le faire. Et enfin, la dernière condition, ça va être soit d'avoir une nationalité française, d'être issu d'un pays membre de l'Union européenne, pardon, et d'avoir un titre de séjour qui permet de faire un service civique. Donc, comment ça se passe quand on rentre en service civique? Déjà, on devient volontaire dans une structure d'accueil. Je me permets juste, Laïlou, je pense que tes slides, elles passent pas. Ah ouais? Ah mince. On est resté sur la première. Ah. Et là, est-ce que ça fonctionne? Là, je suis sur la comment. Ok. Ok. Et mince. Bon, je vais rester comme ça. Pourquoi ça bug? Est-ce que c'est parce que t'es pas en plein écran, peut-être, tu sais? Si, justement, sur mon ordi, je suis en plein écran, moi, mais vous, ça marche pas. Nous, on voit tes slides à côté, en fait. T'es pas en plein écran, on voit ta page PowerPoint. Mais pourtant, moi, sur mon ordi, je suis en plein écran, ouais. C'est bizarre. Oh, je suis désolée. Ou alors, je vais essayer en... Je suis bien désolée. Je sais pas comment
Est-ce que si je... Non. Est-ce que là, ça marche? On voit un bout de ta slide 5. Ah ouais? Ah mince. Pourquoi ça marche pas? Je vais essayer de prendre le contrôle pour voir. Ouais. Désolée, hein. C'est pas grave. Il n'y a pas de conférence sans problème technique. Du coup, je l'ai demandé là. Est-ce que tu as une invitation, non? Comment ça? En fait, quand je demande le contrôle, normalement, tu dois accepter. Et bah, ça m'envoie rien du tout. Ah. Je vais essayer une autre manière. Vous allez me dire si ça marche. Je recommence, pardon, hein, je me dépêche pour pas perdre de temps. Ok, on va faire comme ça. Hop. Est-ce que là, ça fonctionne? Oui. Super. Oui, c'est Ok. tout bon. Et ben, on fait comme ça. Bon, bah, désolée pour le début. Du coup, je disais, pour rentrer en service civique, déjà, on est accueilli dans une structure d'accueil. Toutes les structures ne peuvent pas accueillir de service civique, seulement celles qui sont agréées pour le faire. Et les principales structures dans lesquelles vous allez pouvoir devenir volontaire, ça va être les associations, donc typiquement Emmaüs, Croix-Rouge, ce genre de choses. Collectivités publiques. Par exemple, la ville de Lyon, ils recrutent des services civiques. Donc, si ça vous intéresse de connaître un peu tout le fonctionnement d'une collectivité, ça peut être l'occasion. Et les établissements publics. On peut faire un service civique typiquement dans votre université. Je sais qu'à l'hôpital de Bron, ils recrutent des services civiques, par exemple. Donc voilà, on s'engage du coup sur une mission qui va durer entre 6 et 12 mois. À savoir, les missions, c'est très rare qu'elles aillent au-delà de 10 mois. Très souvent, elles vont durer entre 8 et 9 mois. Et elles vont se calquer sur le cursus universitaire pour faire en sorte que tous les jeunes soient au même rythme. Et du coup, c'est plutôt à partir de septembre, octobre qu'on va avoir le plus de missions, même si on en a tout au long de l'année, hein, des missions. Mais c'est là où il va y avoir le plus de choix, et aussi en janvier. Parce que l'idée, c'est vraiment que les jeunes, par exemple, s'ils commencent en septembre-octobre, leur mission s'achève pendant l'été. Comme ça, ils peuvent reprendre, par exemple, leurs études ou je sais pas, avoir un autre projet perso à la rentrée, sans qu'il soit vraiment décalé avec le rythme des autres étudiants et étudiantes. Une mission, ça demande 24 heures d'investissement minimum par semaine. Le cadre légal fait qu'on peut aller sur des missions qui vont jusqu'à 35 heures. En réalité, il y a vraiment très peu de missions qui vont au-delà de 28 heures. Je connais d'ailleurs aucun jeune qui a fait une mission au-delà de 30 heures. J'en ai jamais rencontré jusque-là. Donc voilà, c'est plutôt étalé des fois sur 4 jours semaine, et vous avez 3 jours restants pour faire d'autres choses. Enfin voilà, ça dépend des missions, mais c'est plutôt le minimum requis d'habitude. On peut faire un service civique en France ou à l'étranger. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par la mobilité internationale, ça peut être aussi l'occasion de partir grâce au service civique. Est-ce que la prochaine slide, ça a marché? Oui, super, merci. Donc, comme je disais, quand on rentre en service civique, on obtient un statut de volontaire, qui est bien différencié d'un statut de bénévole et un statut de salarié. Un volontariat, c'est pas un travail, c'est vraiment un autre cadre. Et ce statut-là va vous donner accès à des droits et des avantages. Le premier, c'est une indemnité de 620 € par mois, qui peut être majorée à 734 € par mois quand on est étudiant boursier échelon 5 et 6, et quand on est membre d'un foyer bénéficiaire du RSA. Donc ça, c'est très important de le savoir si vous pouvez y prétendre. Vous recevez également une carte de service civique qui marche comme une carte étudiante. Cette carte, elle vous donne les mêmes avantages que les étudiants et les étudiantes, et d'autres avantages encore qui sont liés à votre statut de volontaire. Vous bénéficiez d'une couverture sociale
et de congés, 2 jours de congés par mois pour les majeurs et 3 jours de congés par mois pour les mineurs. Vous avez également d'autres avantages qui vont dépendre des fois de votre structure, des fois de la région. Donc voilà, donc ça, faudra bien se renseigner par la suite si vous rentrez en service civique. Les missions. On a 10 grandes thématiques dans le service civique qui s'affichent. Je vais pas toutes vous les citer parce que ce serait long pour vous, mais pour vous dire les principales celles où il y aura le plus d'offres de missions, ça va être plutôt en éducation, en culture, en solidarité, environnement et pas mal en sport aussi. Donc voilà. Après, on a d'autres thématiques qui sont un peu plus spécifiques, mais à savoir quand même, à l'intérieur de chacune des thématiques, on aborde en fait des sujets transversaux. En solidarité, on peut autant parler de la santé que le sport aussi également. Voilà, c'est pour donner un peu catégoriser les missions par thème, mais vous pouvez aborder d'autres sujets qui sortent de la culture, la santé, tout ça. Pour vous donner quelques exemples, donc là j'ai choisi 3 catégories. Vous avez par exemple l'environnement. Donc si vous rentrez par exemple dans une mission pour préserver, vous engager dans la préservation de la biodiversité, bah, par exemple vous allez pouvoir participer à des chantiers nature. Vous allez pouvoir également vous investir dans la gestion des jardins partagés de la ville. Vous pouvez participer à la promotion du compostage, ce genre de choses. Donc, vous allez avoir vraiment des tâches variées, à la fois des tâches très manuelles, des tâches en rapport avec tout ce qui est l'animation, la sensibilisation, la pédagogie, aussi tout ce qui se rapproche du pilotage de projet. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant avec les missions de service civique, c'est qu'on aborde plein de choses différentes au cours d'une même mission. On a également, par exemple, en éducation, on peut être amené à accompagner des enfants, des collégiens, des collégiennes sur l'ouverture culturelle, les accompagner notamment sur leurs difficultés scolaires. Ça peut être également d'intervenir dans les classes de primaire pour parler du genre, ce genre de choses. Donc pareil, on peut aller vraiment sur des missions assez différentes. En santé, là aussi, on peut par exemple devenir ambassadeur ou ambassadrice de la santé mentale envers nos pairs, mais aussi envers des professionnels, leur expliquer pourquoi c'est important de préserver la santé mentale de ses employés, comment le faire, quels sont les gestes à avoir. Donc voilà, ça peut être également de faire, comme tout à l'heure je parlais de l'hôpital de Bron, ça va être d'accompagner les publics, notamment d'accompagner les publics en situation de handicap, rendre leur expérience, en tout cas leur passage à l'hôpital plus confortable, plus accessible aussi. Donc voilà. Si vous voulez voir un peu l'étendue des missions, je vous laisserai à la fin de toute façon l'adresse du site de service civique où là vous pourrez vraiment consulter toutes ces missions assez différentes. En service civique, il y a une partie qui est un peu méconnue, ça va être la partie sur l'accompagnement. Donc le service civique, c'est à la fois vous engager, vous investir dans une mission, mais c'est aussi recevoir un accompagnement par votre structure d'accueil notamment. Donc ça commence d'abord par des formations. Toute personne en service civique va recevoir obligatoirement 2 formations. La première plus théorique qui va être une formation civique et citoyenne pour parler, comme son nom l'indique, d'enjeux de citoyenneté, d'actualité, de parler d'enjeux de société. Donc, on peut à la fois parler du harcèlement scolaire, que des discriminations, que du surtourisme. C'est très large. Ça peut être, par exemple, comment éduquer les enfants par la nature. Enfin, vraiment, il y a un grand catalogue et vous serez amené à choisir parmi ce catalogue de formations les formations que vous avez envie de suivre. Ensuite, il y a une formation de premier secours et que même si vous l'avez déjà passé, c'est toujours intéressant et puis même nécessaire de revalider les acquis. Donc voilà. Après, à préciser, selon les missions que vous allez faire, vous allez avoir plus ou moins de formations qui vont se rajouter. Elle, c'est celle de base, mais il y en aura d'autres. Typiquement, tout à l'heure, je parlais du fait de devenir ambassadeur de la santé mentale. Pour pouvoir parler de la santé mentale, comme je le disais, on n'est pas recruté sur nos compétences, donc on va être formé à ça, formé à la prise de parole, formé aux outils d'animation, mais aussi formé à ce sujet-là. Donc c'est ça aussi qui peut être très enrichissant.
On a également un suivi personnalisé. Donc, chaque volontaire a un tuteur ou une tutrice qui lui est attitré. C'est une personne qui est membre de la structure d'accueil. Cette personne, ça va être vraiment celle qui va vous guider tout au long de la mission, qui va être là pour aussi écouter vos besoins, vos attentes, et aussi si vous avez des choses à proposer, pardon. Un des grands principes du service civique, c'est l'initiative. On considère que le service civique, c'est aussi un moment pour laisser place à l'expérimentation. Et donc, si vous avez envie de mettre des choses en place, si vous avez un peu une âme créative, entrepreneuriale, ça peut être aussi le moment de mettre ça en place avec votre tuteur ou votre tutrice. On a pour finir ce qu'on appelle un accompagnement au projet d'avenir. Donc ça va se traduire, ça va dépendre de chaque structure, mais ça se traduit plutôt par des points réguliers. Vous allez un peu mûrir votre réflexion sur ce que vous voulez faire après le service civique. Ça peut être reprendre ses études, ça peut être se réorienter, ça peut être, je sais pas, faire un voyage autour du monde, peu importe, monter son entreprise, voilà. Mais l'idée, c'est que votre personne référente et votre structure vous donnent toutes les ressources, les contacts qui puissent vous être utiles pour réaliser ce projet-là. Et que vous soyez pas, qu'il n'y ait pas un arrêt net après le service civique et que vous sachiez pas où vous orienter. Donc maintenant, c'est plutôt la partie pourquoi s'engager, pourquoi faire un service civique, qu'est-ce que ça peut m'apporter. La réponse, elle est différente pour chacun et chacune, mais ce qui ressort souvent déjà, c'est que le service civique, ça permet à toutes celles et ceux, par exemple, qui ont envie de un peu mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris à l'école, sortir un peu justement des bancs de l'école et avoir une action concrète sur le terrain, de pouvoir le faire. Donc ça peut être très enrichissant comme expérience et puis très stimulant aussi quand des fois on a besoin de souffler. On parlait d'années de césure, mais d'aller voir autre chose et donc voilà. Il y a également le fait de, comme je disais, comme on n'est pas recruté sur son expérience, mais bien sur sa motivation. On peut aller sur des domaines où on n'est jamais allé. Typiquement, vous faites la psychologie, vous avez jamais découvert le monde du sport, vous voulez le découvrir. C'est un milieu qui vous a toujours attiré. Vous pouvez faire un service civique dans le sport, monter en compétences sur ce sujet, acquérir de nouvelles compétences d'ailleurs, et découvrir un nouveau domaine qui peut vous plaire également. Ou confirmer le fait qu'en fait ça vous plaît pas tant que ça. Voilà. Enfin bref. Il y a le fait surtout aussi, je le disais, c'est un des objectifs, mais on rencontre énormément de monde. Déjà, c'est un enrichissement personnel parce que souvent en service civique on est avec d'autres jeunes, donc d'autres jeunes volontaires comme nous, donc on se fait beaucoup d'amis, mais aussi on rencontre énormément d'acteurs du territoire. Donc ça, c'est vraiment une chance personnelle, mais aussi professionnelle parce que ça permet d'agrandir notre réseau qui va nous servir à l'avenir aussi dans notre parcours. Et enfin, c'est une expérience qu'on dit unique, mais elle l'est véritablement dans le sens où on peut faire un service civique une seule fois dans sa vie. Tout le monde ne fait pas un service civique, donc ça montre aussi quelque chose un peu différent dans votre parcours. Et surtout, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas refaire. Et quand vous avez passé l'âge, ce sera pas possible. Déjà, quand vous avez passé l'âge, vous ne pouvez pas le faire, mais en plus, vous ne pourrez pas le refaire 2 fois. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir si c'est quelque chose qui vous tente. Là, j'ai mis quelques chiffres qui sont extraits du rapport d'activité de l'Agence du service civique sur l'année 2023. Donc, on constate que 87% des jeunes qui ont fait un service civique sont satisfaits et satisfaites de leur mission. Presque la moitié ont un emploi un an après leur mission et 20% sont en formation ou en reprise d'études 1 an après. Là, je vais un peu parler de mon exemple. Des fois, j'aime bien avoir d'autres jeunes pour raconter aussi leur expérience à eux. Mais moi-même, j'ai fait un service civique il y a 8 ans maintenant, quand j'avais 18 ans, parce que justement, j'étais un peu perdue, je savais pas quoi faire et j'avais vraiment envie de prendre le temps avant de me jeter dans des études et d'avoir l'impression de me tromper de voie. Et du coup, j'ai fait un service civique au sein d'une association qui s'appelle La Fève et ça a été très révélateur et pour moi et très enrichissant. Premièrement parce que ça m'a permis vraiment d'améliorer ma prise de parole en public. Moi, je suis quelqu'un de très timide à la base, j'ai beaucoup de mal à venir parler aux inconnus et aujourd'hui,
déjà, je suis capable de faire cette conférence, mais surtout dans mon travail, je suis amenée à côtoyer énormément de monde, à faire des fois des interventions devant des centaines de personnes, et c'est plus un problème. Ça, c'était grâce à mon service civique, et c'est quelque chose que j'avais jamais eu le temps d'apprendre avant, en tout cas d'expérimenter. L'autre chose, c'est que aussi, et ça c'est aussi grâce à ma tutrice, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le service civique, j'ai appris à être extrêmement autonome, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et la dernière chose qui va peut-être plus parler à certains et certaines, c'est que quand dans ma mission, moi j'ai été initiée et formée à la gestion de projet. Vous voyez, je parlais des formations qui peuvent s'ajouter à celles de base. Moi, j'en avais sur la gestion de projet. C'est quelque chose que j'ai adoré. Et je me suis rendu compte que je voulais faire ça plus tard. Donc, ça m'a aidé à trouver ma voie. Donc, je me suis orientée sur des études de sciences politiques avec l'idée de devenir chargée de projet dans une association ou une ONG plus tard. Et du coup, déjà, ça m'a aidé à trouver ma voie. Mais surtout, ça a été un vrai plus quand j'ai dû postuler sur... candidater, on va dire, en dernière année de master pour être sélectionnée sur une spécialité qui était gestion de projet et coopération internationale. Et le fait d'avoir expérimenté ça en service civique plusieurs années auparavant, ça m'a permis de le valoriser. Et on était 20 à être sélectionnés et ça m'a permis en fait de me démarquer un peu et de montrer aussi quelles compétences j'avais pu acquérir moi différemment et le sens que ça donnait dans mon parcours. Et pourquoi ça avait du sens, c'était un aboutissement depuis mon service civique. Donc, voilà. Du coup, pour finir, après j'arrête, pardon si je parle trop longtemps. Comment postuler? C'est sur le site service-civique.gouv.fr. On postule directement sur le site aux missions dans lesquelles on souhaite s'engager. Et ensuite, vous allez avoir une réponse positive ou négative de la structure. Et si elle est positive, elle va vous proposer un entretien. Cet entretien, il est basé sur votre motivation. On n'est pas censé vous demander votre CV. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas un travail, mais bien un volontariat. C'est juste un entretien pour évaluer si vous avez bien compris la mission et surtout si elle vous correspond et que vous vous ennuyez pas au bout de 3 mois, mais que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre engagement et que vous vous épanouissiez pendant cette mission de service civique. Donc voilà, désolée si j'étais un peu longue et merci pour l'écoute. Vous avez toutes mes coordonnées juste ici. Et s'il y en a, c'est plus simple pour eux. Il y a un compte Instagram sur lequel vous pouvez retrouver toutes les actualités sur le service civique, notamment dans le département du Rhône, les missions qui sortent toutes les semaines et voilà, et vos avantages et tout ce genre de choses. Et vous pouvez me contacter par ce biais-là aussi. Et je vous remercie. Merci beaucoup. On passe maintenant à la mission locale qui va vous présenter les actions qu'elle peut proposer aux étudiants ou en tout cas aux futurs non-étudiants. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire quelques slides. J'étais malade, donc du coup, je viens de revenir et du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Je m'en excuse. Alors déjà peut-être me présenter. Je suis Christine Pitiot de la mission locale. Je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle. Une conseillère un peu particulière parce que je suis conseillère hors les murs. Je reviendrai un peu dessus éventuellement en fin de présentation. Moi, je travaille essentiellement sous la forme de l'allée verte. Je travaille dans la rue auprès des jeunes. Voilà. Donc la mission locale déjà, c'est une association reconnue service public de l'emploi. Alors, on n'est pas tout à fait comme France Travail, mais en tout cas, on a cette reconnaissance. Les missions locales, elles sont présentes donc sur tout le territoire français. À Lyon, on a une mission locale et plusieurs antennes. Il y en a 5. On a du Cher, Pente, Voltaire, Mermoz, donc 8e, et Gerland, donc chacune ayant un ou plusieurs arrondissements, avec plus un siège et j'y reviendrai aussi, l'atelier de l'emploi, mais j'y reviendrai un peu plus tard.
Donc, les missions locales, ben, ce sont d'abord des espaces donc d'accueil, d'écoute et de conseil, et surtout qui s'adressent à des jeunes âgés donc de 16 à 25 ans révolus, mais des jeunes donc effectivement qui sont sortis du système scolaire, soit parce qu'ils sont déscolarisés, soit parce qu'ils ont terminé leurs études. Donc la mission locale propose un accompagnement global et gratuit. Donc global, c'est à la fois sur les questions bien évidemment de formation et d'emploi, mais ça peut être aussi au-delà, hein, sur les questions de mobilité, mais aussi les questions de santé, etc. Donc pour la mission locale, accompagner c'est d'abord rencontrer donc individuellement des jeunes pour évaluer donc leur situation. C'est un diagnostic en fait. Après, on conseille le ou la jeune à explorer des métiers, des secteurs ou des formations au travers donc de rencontres pro, de job dating, de forums de l'emploi, de l'immersion, du service civique. On oriente aussi donc le ou la jeune vers de la formation, hein, si c'est sa demande, donc des formations spécifiques ou des formations qui viennent renforcer des compétences que le jeune ou la jeune a déjà ou veut développer plus exactement. Et cet accompagnement, c'est aussi donc mettre en action le ou la jeune en l'accompagnant dans sa recherche de stage, d'apprentissage, de formation, d'emploi. Donc la mission locale, s'appuie donc sur une offre de services et des partenariats privilégiés avec des acteurs, que ce soit des acteurs économiques ou des acteurs sociaux de son territoire. Alors, l'offre de services de la mission locale, il s'articule autour globalement de quatre axes. Le premier, c'est donc informer et l'information et l'orientation professionnelle. Donc là, on est sur de l'aide à l'orientation, des rencontres métiers. On a aussi la création d'entreprises avec groupement créateur ou parmi les partenaires CitéLab. On a donc le deuxième axe, on est sur la préparation et la recherche d'emploi. Donc là, on peut repérer avec les jeunes donc des annonces. On peut donc aider à la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation. On propose aussi des ateliers de simulation d'entretien pour se préparer donc aux entretiens d'emploi et où on peut accéder donc à la formation ou à l'alternance. Voilà. La mission locale propose également des espaces numériques. Ce sont donc des espaces donc multimédia et en accès libre ou accompagné avec donc un ou une conseillère numérique. Et on a également donc des propositions d'ateliers sur le numérique, soit sur l'internet, soit sur l'utilisation des outils informatiques. Il s'agit bien évidemment pour nous de lutter contre la fracture numérique ou en tout cas d'accompagner les enjeux de la digitalisation. En quatrième axe, il y a des actions plus spécifiques en matière de culture, par exemple. Il y a au sein de la mission locale Culture pour tous, qui permet de mettre à disposition des invitations
On peut aussi travailler à la commande de la carte passe région. En matière de mobilité internationale également, puisque on travaille avec le jeune, on peut travailler avec le jeune, donc les étapes de cette mobilité et surtout leur présenter les aides et les outils et les réorienter en matière de santé, de logement également, en les orientant notamment, en les renseignant déjà et en les orientant vers des partenaires compétents. On peut aussi proposer des ateliers. Alors moi je pense aux ateliers sur l'image de soi, parce que quand trouver un travail, il faut développer aussi la confiance en soi. Donc voilà un certain nombre de choses sur aussi le développement vie personnelle, vie privée, en travaillant notamment sur le lien de la parentalité. On propose aussi des missions de travail ou de rencontres avec les structures de l'insertion par l'économie. Voilà quelques-unes donc des offres de services. Cet accompagnement, il repose aussi sur des aides donc et des dispositifs. Parmi donc les aides, on a, je dirais, l'aide un petit peu qui est l'aide de base d'entrée en mission locale, qui est le PACEA. C'est le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Donc qui permet justement de faire un diagnostic. Ce PACEA, ça peut être aussi une aide ponctuelle en fait, qui permet une allocation ponctuelle, voilà, qui permet de réaliser un projet que pourrait avoir le jeune. On a le CEJ, bien évidemment, qui est le contrat d'engagement jeune, qui propose un accompagnement intensif, personnalisé et individualisé. Il s'agit d'un parcours normalement d'au moins 6 mois, qui peut aller jusqu'à 18 mois, avec donc un conseiller ou une conseillère dédiée. Le jeune doit donc se mobiliser 15 heures par mois sur son projet, en contrepartie de quoi il peut recevoir une allocation qui peut atteindre jusqu'à 552 €, je crois. Voilà. Le CEJ donc permet de mettre le jeune dans une dynamique de parcours, je dirais. Il démarre en général par 4 semaines d'ateliers collectifs pendant lesquels donc plusieurs thématiques sont proposées, que ce soit sur le projet pro, la recherche d'emploi, mais aussi sur des sorties culturelles, des sorties sportives, des visites d'entreprise également. Et donc, à la suite de ces 4 semaines, le jeune entre dans un dispositif plus personnalisé et individualisé, avec des temps donc individualisés, dans lequel voilà, il y a des entretiens avec sa conseillère et dans lesquels on lui propose des offres de services, ceux de la mission locale ou ceux des partenaires voilà, de la mission locale. Un jeune peut faire par exemple un bilan de compétences, une découverte métier par l'immersion, etc. On est aussi, mais c'est sur un dispositif donc de la métropole, on instruit des dossiers sur le RSJ, donc qui est le RSA jeune, donc de moins de 25 ans, et par ces aides, ça permet notamment de travailler sur des problématiques en fait de précarité financière.
Il y a un autre dispositif aussi, c'est le FAGE, donc le Fonds d'aide aux jeunes, qui est un dispositif de la ville métropole, en fait, qui permet également de soutenir financièrement les jeunes en situation de précarité. Donc, sur des thèmes assez précis, alimentaire, transport, mobilité, etc. Entrée en formation également. Voilà, je voulais revenir, oui, sur l'atelier de l'emploi et parce que je me dis qu'il pourrait aussi correspondre à des jeunes qui peuvent être aussi étudiants. L'atelier de l'emploi, c'est une structure donc hors les murs. Tout à l'heure j'en parlais. Je suis conseillère hors les murs, donc c'est une structure de l'aller vers en fait. C'est l'atelier de l'emploi, c'est une proposition qui a émergé en 2021, je crois, suite à un appel à projet. Donc sur tout le hors les murs, en fait, il s'agissait de toucher les jeunes invisibles. En fait, donc les jeunes qui sont ni en formation, ni en emploi, ni plus scolarisés, voilà, et qui ne sont pas inscrits en mission locale. A priori, il semblerait quand même que le nombre de jeunes pas inscrits en mission locale soit assez élevé, ou qui sont inscrits en mission locale, mais qui n'y vont plus ou presque plus. Donc, on parle de jeunes qui sont dans le non-recours et qui échappent donc au droit commun. Bref, donc l'atelier de l'emploi, lui, se situe dans le centre commercial de la Part-Dieu, donc un lieu très fréquenté finalement de manière générale, mais aussi très fréquenté par les jeunes. Et du coup, c'est un lieu attractif, donc voilà, ça peut être intéressant. C'est un lieu d'accueil inconditionnel, un lieu à la fois d'écoute et de premier niveau d'information qui est ouvert toute l'année et à tous les publics en fait, donc quel que soit l'âge, je dirais, et donc aux jeunes étudiants ou non étudiants. Et donc, dans ce cadre, l'atelier peut proposer un certain nombre d'offres, voilà, déjà des informations, mais aussi des offres de services. Hein. On accueille à l'atelier de l'emploi des structures partenaires qui viennent proposer des dispositifs et présenter leur action et leur structure. Et là aussi, de la même manière, comme ailleurs, on a un espace numérique que l'on peut utiliser en autonomie ou accompagner, puisqu'on a également là-bas une conseillère ou un conseiller numérique pour accompagner les personnes dans leur démarche ou leur recherche d'emploi ou de formation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que pouvait proposer la mission locale. J'espère ne rien avoir oublié. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut retrouver tous ces services sur un site internet ou quelque chose qu'on puisse indiquer aux étudiants alors, oui, alors il y a le site internet de la mission locale. Il y a aussi le site de la Maison métropolitaine de l'insertion et de l'emploi, voilà, qui sont des sites sur lesquels on peut retrouver beaucoup d'informations, notamment, sur la Maison métropolitaine de l'insertion et de l'emploi. Voilà, dès lors qu'on y va, on peut avoir tous les job dating, toutes les simulations d'entretien, des propositions de stage, des emplois aussi. On a aussi des offres d'alternance. Donc, il y a un certain nombre d'informations sur ce site-là de la MMIE. Et effectivement, la mission locale dispose également d'un site internet où on peut avoir des informations. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que dans nos étudiants, certains ont des questions à poser?
J'en profite, moi, pour la mission locale, j'aurais une question, puisqu'on a parfois des étudiants qui arrêtent leurs études, mais qui veulent quand même avoir la possibilité d'effectuer un stage. Donc, vous êtes amené à faire des conventions de stage pour ces étudiants déscolarisés. Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu la fin. Vous êtes amené à faire des conventions de stage pour ces personnes qui sont plus en formation, mais qui veulent faire un stage. Alors, nous, on peut faire effectivement, il y a des conventions. Aujourd'hui, on parle d'immersion ou de PMSMP, voilà. Mais dès lors que le jeune n'est plus en études, il peut bénéficier effectivement des services de la mission locale et on peut conventionner effectivement pour permettre que des jeunes entrent dans le milieu du travail pour un temps limité. Je crois que les immersions, c'est de un jour à un mois. Il me semble que c'est renouvelable. Pour effectivement, l'idée c'est de découvrir un métier. En fait, ça permet. C'est vrai que c'est des manières aujourd'hui qu'on utilise beaucoup pour permettre aux jeunes de tester finalement des métiers. Voir comme de voir comment ils se sentent dans ce métier. Oui, tout à fait, c'est possible. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci. Moi, j'avais une question aussi, les délais pour la mission locale, entre le moment où le jeune arrête les études et le délai pour avoir le premier rendez-vous en mission locale. Alors sur les étudiants, j'avoue que j'ai un petit doute parce que alors sur un jeune qui est au lycée ou au collège, voilà, disons au lycée plutôt, et qui veut s'inscrire en mission locale, il faut qu'il démissionne en fait, donc qu'il exprime clairement sa volonté d'arrêter ses études. Pour les étudiants, j'avoue, je sais pas s'il y a un délai et si il doit avoir envoyé quelque chose à l'université, à son université, ou si il doit nous fournir quelque chose. Donc là, j'avoue que voilà, j'ai une petite carence à ce niveau-là. Mais toujours est-il que dès lors que le jeune n'est plus scolarisé, il peut venir s'inscrire en mission locale. En mission locale, il y a des rendez-vous, il y a des plages qui sont déterminées toutes les semaines dans toutes les missions locales. Alors, on doit s'adresser à la mission locale de son arrondissement, bien évidemment. Voilà, ça c'est un premier niveau. Et ensuite, dans les missions locales, donc il y a chaque conseiller reçoit ce qu'on appelle sur le flux. Donc voilà, c'est les premiers rendez-vous et donc les jeunes viennent et peuvent être accueillis par des conseillères sur des plages. Donc voilà, c'est organisé de manière différente, j'imagine, selon les antennes des missions locales, mais c'est possible de le faire assez vite en fait. Il n'y a pas de délai d'attente particulier. Voilà. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore cette session. Merci beaucoup aux participantes qui sont venues présenter les différentes parcours qu'on pouvait mettre en place si on ne souhaitait pas ou on ne pouvait pas reprendre des études et qu'on souhaitait quand même meubler son année, histoire d'avoir des choses à mettre en avant sur son dossier Parcoursup. Pour les étudiants présents, avant de vous en aller, je vous ai posé une petite question. Ce serait sympa de nous indiquer dans la barre de chat votre université, puisque vous êtes à Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, et également la formation que vous suivez actuellement. Voilà, donc on vous remercie à tous, merci de votre présence. Merci. Et puis on vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.